Bonjour, je suis professeur de finance à Schema Business School. Le but de cette vidéo est d'expliquer brièvement et simplement la crise de la zone euro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important d'avoir en tête les ordres de grandeur. Et donc, la zone euro prise globalement, c'est essentiellement 4 pays: l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. En effet, à eux 4, ces pays représentent près de 80% du PIB de toute la zone. Donc, au départ, d'où vient la crise de la zone euro? Bon, tout le monde le sait. C'est une accumulation de dettes, comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est une augmentation de la dette privée. C'est-à-dire que c'est l'augmentation de la dette des ménages, vous, moi, qu'on voit en vert sur le graphique, et de la dette des banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, etc., qu'on voit en rouge sur le graphique. Et, en réalité, la cause de la crise, contrairement à ce que l'on entend dans les médias, ce n'est pas la dette publique. Au contraire, comme on peut le voir sur le graphique, la dette publique de la zone euro, prise dans son ensemble, était en diminution constante depuis 1996 et était proche du fameux critère de Maastricht juste avant la crise. Donc, la crise financière qu'on connaît aujourd'hui trouve son origine dans un endettement excessif des ménages et des banques. Mais alors, pourquoi les ménages et les banques se sont-ils autant endettés? Et qui sont ces ménages? Qui sont ces banques? La réponse est toute simple. C'est la baisse des taux d'intérêt dans les pays dits de la périphérie, Grèce, Portugal, Irlande et Espagne, au moment où ces pays ont rejoint la zone euro. En effet, à la création de la zone euro, les marchés et les banques ont cru, à tort, que le risque de ces pays était devenu le même que celui de l'Allemagne, et, par conséquent, les marchés financiers ont prêté à ces pays quasiment au même taux qu'à l'Allemagne. Et donc, cette baisse des taux d'intérêt dans les pays de la périphérie a provoqué dans ces mêmes pays une explosion de la consommation, comme on peut le voir sur le graphique ici. Explosion de la consommation en Irlande, explosion de la consommation en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Consommation beaucoup moins explosive en France, en Italie et en Allemagne. Et cette explosion de la consommation a été alimentée par l'endettement des ménages dans les pays de la périphérie, Irlande, Espagne, Portugal, comme le montre l'évolution des courbes sur le graphique. On voit ici l'explosion de l'endettement des ménages au Portugal, en Espagne et plus encore en Irlande. Et cet endettement a été financé par les banques qui elles-mêmes se sont fortement endettées pour cela. Il est important de noter à ce sujet que ce ne sont pas seulement les banques des pays de la périphérie, mais aussi les banques françaises et allemandes qui ont financé les ménages portugais, espagnols et irlandais. C'est pourquoi les banques allemandes et françaises ont été extrêmement fragilisées par la crise qui touche de plein fouet les pays de la périphérie. Vous avez peut-être noté que je n'avais pas trop parlé spécifiquement du cas de la Grèce jusqu'à présent. En effet, le cas de la Grèce est différent de celui de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande, dans la mesure où en Grèce, ce ne sont pas les ménages ou les banques, mais le gouvernement qui est principalement à l'origine de l'endettement. On le voit en violet sur le graphique. Mais bon,
même si la Grèce est dans une situation très difficile, ce n'est que la Grèce. Et, en réalité, compte tenu de son poids et de son impact très limité dans l'économie de la zone euro, ces problèmes ne devraient normalement pas remettre en cause l'existence de l'union monétaire. Et ce, d'autant plus que la situation globale de la zone euro n'est pas si mauvaise quand on la compare aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne. La dette est à peu près au même niveau. Les déficits publics sont moins élevés et la dette des ménages beaucoup moins importante qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Pourquoi alors la zone euro est-elle sur le point d'éclater? La raison en est d'une part une gestion calamiteuse de la crise par la BCE, la Banque centrale européenne, et par les gouvernements de la zone euro, et d'autre part des problèmes structurels dans la conception même de l'union monétaire. Si on regarde d'abord la gestion de la BCE, et si on la compare en particulier à l'action de la Fed, son homologue américaine, on s'aperçoit que la réponse de la BCE a été extrêmement timide quand il s'est agi de fournir des liquidités à l'économie. C'est le graphique de gauche avec en rouge les liquidités déversées par la Fed et en bleu les liquidités fournies par la BCE. Pour ce qui concerne la politique monétaire, c'est-à-dire les taux d'intérêt, c'est encore pire, puisque la BCE a augmenté les taux d'intérêt à 2 reprises, à l'été 2008, ici, alors que la crise des subprimes commençait à faire sentir ses effets, et ensuite, en 2010, alors que l'économie européenne n'était pas encore remise de la récession de 2009. Ces hausses de taux à contresens ont aggravé la crise dans la zone euro. Ensuite, si on analyse l'action de la BCE concernant la stabilité du système financier européen, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été à la hauteur, au moins jusqu'à l'arrivée de son nouveau gouverneur, Mario Draghi, à la fin 2011. En effet, tout d'abord, la BCE n'a pas joué la transparence sur l'état de santé des banques. Elle a mis en place des tests de résistance, stress tests, censés évaluer la solidité des banques et qui se sont avérés n'être qu'une vaste plaisanterie, car beaucoup trop complaisants vis-à-vis des banques. Cela n'a pas aidé à rétablir la confiance dans le système. Ensuite, la BCE n'a pas voulu jouer le rôle qui doit normalement être le rôle de toute banque centrale, et qui est de prévenir les paniques bancaires. C'est ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort. À l'automne 2011, quand Trichet était encore à la tête de la BCE, on a failli avoir un effondrement du système bancaire européen suite à une panique des banques. Heureusement, le remplacement de Trichet par Draghi en novembre 2011 et les liquidités que le nouveau patron de la BCE a alors mis à la disposition du système ont permis d'éviter le pire. Mais il faut bien comprendre que l'Europe était alors à 2 doigts d'avoir son propre Lehman Brothers. Maintenant, si on passe à la gestion de la crise par les gouvernements, on constate aussi des erreurs manifestes. Pour le comprendre, il suffit de constater que l'Europe se trouve dans ce que les économistes appellent une trappe à liquidité. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où ménages, banques et entreprises ne souhaitent ni consommer ni investir. Même si les taux d'intérêt sont très bas, l'économie ne repart pas, car tout le monde est pessimiste et préfère garder ses liquidités plutôt que de les dépenser. C'est bien le cas aujourd'hui en Europe, avec des taux très bas, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, et pourtant une économie en berne, comme le montre le graphique de droite.
Dans ce genre de situation, la théorie économique explique que la seule façon de casser cette spirale négative est d'augmenter la dépense publique, éventuellement en empruntant, ce qui ne coûte pas cher puisque les taux sont bas. Cela permet de relancer la machine et de redonner confiance aux ménages et aux entreprises. Or, qu'ont fait les gouvernements? Après avoir effectivement soutenu l'économie en 2009, les barres en bleu, ils ont ensuite complètement retourné leur veste et depuis 2010 font exactement le contraire de ce qui est préconisé par les manuels d'économie. Les barres en rouge et les barres en vert. Il n'est donc pas étonnant qu'avec cette gestion calamiteuse de la crise par la BCE et par les gouvernements, la zone euro soit aujourd'hui au bord de l'implosion. Ceci d'autant plus que la zone euro souffre de malformations congénitales, comme on va le voir maintenant. En effet, pour fonctionner correctement, une union monétaire doit avoir une intégration fiscale, c'est-à-dire que des transferts doivent avoir lieu au sein de la zone entre les États en surplus et les États en déficit. Deuxième élément, une union monétaire doit avoir une mobilité du travail. C'est-à-dire que si le chômage est trop élevé dans un État, les travailleurs doivent pouvoir bouger facilement vers d'autres États. De ce point de vue, les États-Unis sont un parfait exemple d'une union monétaire réussie. Les 50 États qui composent les États-Unis sont intégrés fiscalement du fait d'un budget fédéral et ont une grande mobilité du travail, car leurs citoyens parlent la même langue et partagent une culture commune. De ce fait, ils peuvent partager sans problème une monnaie commune, le dollar. Évidemment, la zone euro ne remplit pas ces conditions. Elle n'est pas fiscalement intégrée et ses travailleurs ne sont pas très mobiles entre pays. Dès lors, la seule façon d'assurer néanmoins sa viabilité est de faire converger les économies des pays membres. Mais malheureusement, l'Allemagne a choisi exactement le contraire. Depuis le début des années 2000, avec le gouvernement Schröder, l'Allemagne a mis en place une politique économique visant à gagner en compétitivité vis-à-vis de ses partenaires, et elle a basé sa croissance sur les exportations. On voit ainsi, sur le graphique, le compte courant allemand qui s'améliore progressivement depuis 2001, au détriment des comptes courants de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce et de l'Irlande. Les Allemands engrangent des surplus et des créances, pendant que les pays de la périphérie enregistrent des déficits et des dettes. Et maintenant, dans ces conditions, que peut-il se passer pour la zone euro ? Peut-elle être sauvée ? Comme on l'a vu, il faut différencier le court terme, c'est-à-dire en fait le problème grec, du long terme, c'est-à-dire la viabilité intrinsèque de l'union monétaire. À court terme, le problème est de savoir si la Grèce va pouvoir rester dans la zone euro. La Grèce est un petit pays et sa présence ou pas dans la zone euro ne devrait pas a priori changer grand-chose à l'économie de l'Union européenne. Mais le problème est avant tout une question de confiance dans le système. Si la Grèce sort de la zone euro, on risque d'avoir une réaction en chaîne. Les citoyens portugais, espagnols ou même italiens peuvent se dire que ce qui arrive à la Grèce pourrait leur arriver à eux aussi. Dès lors, ces mêmes citoyens pourraient être tentés de retirer leurs dépôts et leur épargne des banques de leur pays pour les placer dans des pays moins risqués. On risque alors une contagion et des paniques bancaires au Portugal, en Espagne ou en Italie, avec des fuites de capitaux et un effondrement des systèmes bancaires de ces pays. Si l'Europe ne veut pas courir ce risque, il faut que la Grèce reste dans la zone euro. Pour cela, en prévision des élections du 17 juin, elle doit redonner de l'espoir au peuple grec pour que celui-ci choisisse de rester dans l'union monétaire. Concrètement, l'Europe et en premier lieu l'Allemagne doivent revoir entièrement leur gestion de la crise.
L'Europe doit accepter de financer les déficits publics grecs tant que la crise ne permettra pas des recettes fiscales suffisantes. Et elle doit promouvoir une stratégie de croissance en investissant des fonds européens dans l'économie grecque. Et à long terme, l'euro peut-il être sauvé? Tant que la croissance ne sera pas repartie, il faut cesser les politiques d'austérité qui aggravent le problème de la dette au lieu de le résoudre. Les politiques fiscales et monétaires doivent donc favoriser la croissance et favoriser la baisse du chômage pour que les citoyens européens comprennent leur intérêt à faire partie de l'union monétaire. L'Allemagne doit être le moteur de cette politique. Pour cela, elle doit changer de stratégie et renoncer à ses surplus commerciaux. Elle doit relancer sa consommation interne et accepter d'avoir plus d'inflation que ses voisins, le temps que ceux-ci retrouvent des niveaux de compétitivité similaires. Enfin, à long terme, l'union monétaire ne pourra fonctionner que si elle favorise une plus grande intégration fiscale avec un budget européen commun permettant des transferts entre pays. L'euro peut-il être sauvé? On connaît donc les conditions pour que l'euro soit sauvé. Ces conditions nécessitent une prise de conscience par l'Allemagne de son rôle dans la crise et un changement radical de politique économique. Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand, l'a bien expliqué dans un discours qu'il a prononcé le 4 décembre 2011.